Au quotidien cette semaine sur LMTV avec le Printemps des Rillettes en Sarthe du 18 au 26 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, on revient sur cette marche silencieuse à Coulennes. Un an après le meurtre de laïcs de plusieurs coups de couteau en pleine rue, amis et proches veulent entretenir son souvenir avec cette marche silencieuse et cette marche blanche. Et puis direction le stade Marie-Marvin en fin de journal pour une journée de rencontre U11 où quand les enfants de 10 ans jouent comme les grands. Et puis une invitée politique dans le journal ce soir. Dès le début de ce journal, nous faisons le point sur la journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec Élise Le Boucher, députée de la 4e circonscription de la Sarthe et qui milite contre la réforme. Laure, la France a donc connu une 9e journée de grève aujourd'hui. En Sarthe, la mobilisation était forte. Des blocages ont eu lieu sur certaines routes et ronds-points dès 5 h du matin, comme à Auvour, ou encore au rond-point d'LDC à Sablé. Dans l'éducation nationale, l'Académie de Nantes fait état d'un prof gréviste sur 5 dans les collèges et 1 sur 4 dans les lycées. Des perturbations ont été signalées également dans les transports. De nombreux débrayages ont été organisés dans les entreprises privées, mais surtout, vous le voyez sur ces images, entre 9 et 10 000 personnes ont défilé dans les rues du Mans, 18 000 selon les syndicats. Et parmi ces manifestants, il y avait l'invité de notre journal. Et oui, ce soir, on reçoit Élise Le Boucher, la députée de la 4e circonscription de la Sarthe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Une journée de grève qui s'est bien passée finalement ? Oui, comme toujours sur le Mans, on a peu d'échauffourées. Et vous y étiez parce que clairement, vous êtes contre cette réforme depuis le début. Mais est-ce qu'il n'est pas finalement trop tard compte tenu des propos qu'on a entendus dans la bouche du président de la République, Emmanuel Macron, hier à la télévision ? C'est la question que l'on se pose. Non, je pense qu'il est jamais trop tard. On peut se rappeler... En 2006, donc c'est pas si loin quand même, il y avait eu le CPE qui avait été adopté et qui n'a jamais été mis en place grâce à la mobilisation, alors forte de la jeunesse à ce moment-là. Mais ça prouve que voilà, c'est pas parce qu'un texte est adopté qu'il se met en place, donc rien n'est jamais fini. On va vers un changement de type de mobilisation, vous le sentez comme ça ? C'est un peu les signes qu'on a depuis quelques jours, après avoir comment ça va basculer. C'est vrai qu'on a l'impression d'être sur une crête entre le mouvement social, donc bien organisé par l'intersyndical cadré, et puis ce qu'on peut dire le mouvement contestataire, ce qu'on voit avec les manifestations un peu plus libres, plutôt en fin de journée. Après, voilà, c'est toujours des choses qu'on ne maîtrise pas trop. On ne sait pas trop comment ça peut partir, donc à suivre. Après, en effet, en même temps, vu les propos du président, en même temps, ça emmène aussi ce genre de choses. J'ai presque envie qu'il reparle ce soir, parce que du coup, il amène les gens dans la rue. Mais ce n'est pas prévu, je le dis aux téléspectateurs. Alors, vous faites partie du groupe politique à l'Assemblée nationale NUPES. Est-ce que ce groupe politique a fait des propositions pour financer le système des retraites par répartition ? Alors, je le dis qu'il pourrait être déficitaire à hauteur de 10 milliards d'après certaines projections jusqu'en 2039, notamment celle du COR ou le Conseil d'orientation des retraites, qui fait référence en la matière. C'est en tout cas ce qu'Emmanuel Macron semblait dire lors de son intervention hier à la télévision. On ne m'a pas proposé d'autres alternatives. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Alors ça, c'est ce qu'il a renvoyé surtout à l'intersyndicale, je crois. En effet. Après, vous faites référence au corps, c'est par rapport à déficit, c'est l'un des différents scénarios, parce que le corps a fait plusieurs scénarios, ils ne sont pas tous aussi négatifs. Alarmiste. Donc ça dépend aussi comment on a envie de lire aussi ce rapport. Après, ce que dit aussi le corps, c'est que ce n'est pas définitif. On est aussi sur un plateau parce qu'on est sur cette génération de baby-boomers qui sont devenus les papy-boomers et on sait que ça ne va pas durer. Donc, on est surtout sur une phase et que pendant cette phase, on pourra aller chercher des financements ailleurs. Où ça ? Il y a plusieurs solutions. Nous, on l'a fait pendant les débats. On nous a reproché de nos amendements et tout ça, mais c'était aussi pour permettre en effet les débats. On a proposé plusieurs choses. Déjà, l'égalité salariale femmes-hommes. Qui ramènerait plus d'1 million d'euros dans les caisses, donc aussi dans les caisses de retraite, la hausse des salaires, et puis en effet, alors après, des choses qui sont un peu plus exceptionnelles, mais comme là, on est dans un truc un peu exceptionnel, la taxation des super-profits, par exemple. Par exemple, qui a été évoqué également lors de la fameuse interview. Pour vous, c'est un choix politique, donc, cette réforme ? Bien sûr, c'est un choix politique, oui. On pourrait faire autrement. La motion de censure après le 49.3 a été rejetée à 9 voix près. Alors évidemment, vous avez voté pour cette motion de censure, vous. 9 voix près. C'est le jeu démocratique. Mais est-ce que ça vous paraît injuste, malgré tout ?
Alors, c'est le jeu démocratique, en effet. Après, ça montre quand même une fragilité de la sphère macronique, quand même, hein, parce que ça ne s'est jamais joué aussi près. Ça montre aussi une fragilité par rapport aux Républicains, parce que cette réforme était aussi une alliance aussi avec les Républicains. On a bien vu toutes ces discussions. Et quand même, ces Républicains qui ont voté pour la motion de censure. Donc, c'est un signe fort quand même de fragilisation. Aujourd'hui, vous vous appelez à un RIC, vous vous appelez à ce type d'attelage politique, en fait? On appelle tous les leviers qu'on peut avoir en main. Donc oui, c'est un référendum d'initiative citoyenne pour les téléspectateurs. Après, il faut avoir l'assurance que de passer toutes les étapes et que ça aille jusqu'au bout. Mais en effet, c'est un levier qu'on peut actionner. Oui. Et pour vous, la suite du mouvement va s'inscrire dans la rue obligatoirement? Ça va continuer? Moi, je suis pour qu'elle s'installe dans la rue. Après, on verra ce que va dire l'intersyndicale. Mais je pense que les gens sont encore bien motivés. Pour l'instant, nous n'avons pas de date. Mais évidemment, dans la soirée, l'intersyndicale devrait prendre une décision. Et on vous annoncera la suite ou pas de ce mouvement dans l'édition de demain, vendredi. Merci, Élise Le Boucher, d'être venue sur ce plateau. Alors, on revient à présent sur cette marche silencieuse qui a eu lieu en mémoire de laïcs. Souvenez-vous, c'était il y a un an, un adolescent de 16 ans avait été tué à la sortie de la fête foraine du Mans sur fond de rivalité interquartier. Ce jeudi, sa famille, encore profondément marquée par le drame, organisait un cortège entre le centre de Coulannes et le quartier Bellevue. Une centaine de personnes y participaient, parmi lesquelles de nombreux amis de laïcs, Anthony Piton et Enzo Maubert. La famille de laïcs est en tête de cortège. Il y a un an jour pour jour, l'adolescent originaire du quartier Bellevue était tué de plusieurs coups de couteau à la sortie de la fête foraine du Mans. C'est un garçon qu'on ne peut pas l'oublier du jour au lendemain et on ne l'oubliera jamais. Et il restera toujours dans notre cœur. À l'origine de ce drame, une rivalité entre des bandes de jeunes du quartier des Glonnières et du quartier Bellevue au Mans. La justice n'est pas encore faite et on n'a pas encore le fin mot de la situation et savoir pourquoi c'est arrivé jusque-là. Et la douleur est perdure parce qu'il y a toujours la violence elle ne s'arrête pas, il y a toujours une histoire avec les jeunes. Suite au meurtre de laïcs, 13 personnes ont fait l'objet d'une mise en examen pour assassinat et pour participation à un groupement en vue de commettre des violences. La plupart d'entre eux sont issus du quartier des Glonnières au Mans. Certains ont été placés en détention provisoire, d'autres sont actuellement sous contrôle judiciaire. C'est tout ce que je demande, de cesser de cette représailles, de cesser de cette souffrance. On a déjà eu, c'est déjà assez pour nous. Nous, on pleure déjà, leurs familles pleurent déjà parce qu'ils sont en prison. Mais les autres qui sont derrière, arrêtez de rentrer dans une guerre. Pour apaiser les relations, la municipalité du Mans veut mettre en place des activités communes interquartiers d'ici cet été. Chacun reste un petit peu dans son quartier et a tendance à ne pas en sortir et une certaine vision des autres. Et c'est nécessaire qu'ils se croisent, qu'ils puissent pratiquer des activités ensemble, qu'ils puissent aller dans les quartiers des autres. C'est ça surtout que j'ai demandé pour essayer de pacifier l'ensemble. Un an après les faits, l'instruction est toujours en cours. L'hypothèse d'un procès en 2023 semble peu probable. Et puis un accident mortel est survenu hier sur la rocade Nord au Mans. Oui, à hauteur de Saint-Pavas vers 16h15 ce mercredi 22 mars. Pompiers et gendarmes ont rapidement sécurisé le périmètre et tenté de porter secours aux deux automobilistes. L'une d'elles, une femme de 89 ans, circulait à contresens sur cette route. Elle est décédée suite au choc. L'autre conducteur est légèrement blessé. Une info-service à présent pour les automobilistes qui ont une voiture électrique. C'est votre cas alors? Non, c'est pas mon cas, mais c'est celle de quelqu'un qu'on connaît bien, LMTV, notre patron. La station-service de l'aire d'autoroute Sargé-Le Mans Sud, située sur l'A11, vient de s'équiper de 6 nouvelles bornes de recharge électrique haute puissance qui viennent s'ajouter aux 2 anciennes déjà présentes. Ces équipements permettent désormais aux usagers de recharger leur véhicule pour une autonomie de 100 km en seulement 6 minutes. En 2023, le réseau autoroutier français devrait compter près de 300 stations comme celle-ci. Allez, on va parler sport à présent. Oui, c'était une joie pour eux de fouler la pelouse du stade Marie-Marvin. Pour ces jeunes de 10 ans à peine. Ils viennent des clubs de toute la Sarthe et ce mercredi, ils participaient aux rencontres du football amateur organisées par la fédération et donc par le district sartois. 4 jours pour 2000 enfants au total. Nous avons
Assisté à la première journée, Florian Wozniak et Léo Hoft. C'est une entrée digne des plus grands qui est offerte aux jeunes footballeurs sartois. Ils foulent pour la première fois la pelouse du stade Marie-Marvin pour leur plus grand plaisir. Je venais pour gagner, pour m'amuser et pour profiter des copains. On joue sur les pelouses des professionnels et c'est incroyable à notre âge. Un événement que les clubs attendaient avec impatience. On avait inscrit un petit nombre de joueurs au début et ensuite nos coachs ont donc fait la convocation. Et là, ça a été super bien accueilli. Même on a été obligé de refuser quelques joueurs. Car la pelouse du stade Marie-Marvin n'est que très rarement foulée par d'aussi jeunes sportifs. Pour la collectivité, pour le Mans Stadium, c'est de démystifier un petit peu le stade, qui est un outil qui peut servir aussi à tous. Et voilà, donc je pense que d'un point de vue social et politique, c'est quelque chose d'intéressant de pouvoir ouvrir son stade au plus grand nombre. Ces journées sont l'occasion de maintenir l'amour de ces jeunes pour le ballon rond. Ça rassemble un maximum d'enfants. Les U11 aujourd'hui, cette catégorie-là est encore en primaire. Ils vont passer l'année prochaine pour certains d'entre eux au collège. Et donc c'est de pouvoir aussi les garder au collège. Parce que beaucoup d'enfants arrêtent le foot après la primaire. Voilà, il y a des orientations qui changent, ils grandissent, ils font d'autres sports, etc. Donc effectivement, socialement, ça permet aussi de les faire continuer dans le sport, dans le football, et de pouvoir garder un certain nombre de licenciés au niveau du district. D'autres rencontres du football amateur sont prévues dans les semaines à venir. Allez, un mot à présent lors de cette rencontre inédite et unique en France qui va se dérouler chez nous au Mans demain. Carrément exceptionnel. Le scénariste de BD Jean Van Hamme, 84 ans, sera ce vendredi soir, 24 mars, espace bis de la librairie Bulle pour une rencontre à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, La Flèche Ardente. Alors, le Belge est une sommité dans le monde de la BD, scénariste de Torgal, Largo Winch ou encore 13. Il va rencontrer son public à partir de 18h30. Une séance de dédicace est prévue, mais sous réserve encore le samedi matin, c'est-à-dire le lendemain. Et puis une date pour finir à noter dans votre calendrier, et ce n'est pas en lien avec les 24 heures. Non, alors justement, c'est toujours un moment festif et populaire. La parade du Mans fait son cirque revient. Elle n'avait pas eu lieu depuis 2018. Mais cette année, changement de date. Elle a lieu le 6 mai, soit un mois et demi avant le début du festival, fin juin. D'après nos confrères de France Bleu Maine qui ont dévoilé l'information mercredi soir, la faute au centenaire des 24 heures et à ces multiples événements qui ne permettent pas d'organiser ce défilé. Dont les costumes, on le rappelle quand même, et les personnages sont réalisés par les habitants des quartiers du Mans. Et c'est ce qui en fait un moment exceptionnel et hyper festif. Donc on note la date du 6 mai prochain, un mois et demi avant le festival, le Mans fait son cirque. Exactement. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de ce journal, une page de pub la météo et on va parler conso dans quelques instants. Très bien. Que choisir? À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec le Printemps des Rillettes en Sarthe du 18 au 26 mars.